Bon, voilà. Bonsoir à tout le monde de New York, de cette difficile New York dans ce moment. Bon, alors, euh, je vais vous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé que nous avons publié ce petit bouquin là que vous pouvez voir de Gisèle qui s'appelle The Feminine Deal. Il y a 2 ans, en novembre 22, c'est déjà 2 ans, là, tu Mm. sais, Gisèle. Gisèle a fait une conférence chez notre association, la Precoce Psychoanalytic Association, avec le titre Féminité singulière, le tout et le pas tout. Et l'intérêt suscité par cette présentation, qui suivait d'ailleurs la traduction en anglais de son Que peut-on savoir sur le sexe, nous a donné l'envie de faire une petite publication adressée à un public américain qui n'est pas nécessairement au courant de ses travaux précédents et surtout pas nécessairement au courant de son persistant déchiffrement du cheminement du Lacan sur le sexe, la sexualité, la situation et le genre. Un cheminement qui a pris plusieurs années. On s'est donc mis au travail, un travail qui est devenu particulièrement productif parce qu'il ne s'agissait pas seulement de traduire sa pensée, mais aussi de lui poser plein de questions sur certains de ses passages pour l'éclaircir et pour qu'elle devienne un peu plus accessible. Et donc le résultat, c'est ce petit bouquin qui est un peu différent de la conférence initiale et lui a proposé d'appeler The Feminine Deal, qui est un titre très parlant, mais aussi intraduisible. J'espère qu'il puisse être saisi en français. Alors, à mon avis, il s'agit, ce petit livre, un livre charnière de la recherche de Gisèle, parce que il résume clairement des points d'arrivée de satirisation, mais aussi ouvre à de nouvelles élaborations. Et comme Gisèle l'a dit à sa présentation du livre à New York fin septembre, ses conclusions sont plutôt devenues une introduction qui a lieu de compléter et prolonger. Je n'ai pas encore pu lire, malheureusement traversé de logiques sexuées, mais j'imagine que ce nouveau livre articule ce prolongement. Ce petit livre, hein, Feminine Deal, euh, exprime clairement les implications de l'articulation de Lacan des formules de la sexuation et se situe en dialogue avec le débat des féminismes et des gender studies. Donc, c'est pour nous c'était très intéressant de le publier pour cette raison. Alors, j'ai pensé de souligner quelques points significatifs du livre, hein. Euh, mais surtout en sachant que Gisèle est une véritable lectrice remarquable de la pensée et du texte de Lacan depuis des années. Et elle décline des points d'arrivée du cheminement de Lacan qui sont si souvent ignorés par ses disciples, ce qui en fait quelque chose de très curieux pour comment il se fait que ces points-là ne sont pas saisis par plein de ses disciples. Donc, je préfère rester sur cela que d'aller dans la direction de débat avec les féminismes, les genders, parce que, étant donné le public de ce soir, j'imagine. Alors, j'ai choisi 3 points de sa, comment je pourrais dire, la ponctuation de la pensée de Lacan et 3 corollaires de ça. Alors, le premier point, c'est la loi sexuelle. Hmm. L'absence du rapport sexuel a été remplacée dans le discours par une loi sexuelle. Cette loi définit universellement l'homme comme ce qui a et la femme comme celle qui est ce qu'il a. C'est ce que Lacan indique d'un discours qui ne serait pas du semblant, et je le cite, hein, le langage a son champ réservé dans l'abéance du rapport sexuel tel que la laisse ouvert le phallus.
il y introduit n'est pas deux termes qui se définissent du mâle et de la femelle, mais de ce choix qu'il y a entre des termes d'une nature et d'une fonction bien différentes, qui s'appellent l'être et l'avoir. C'est la substitution au rapport sexuel de ce qui s'appelle la loi sexuelle. Fin de la citation. Ça, c'est Lacan. Alors, cette loi, comme Gisèle souligne, se base sur la disposition d'un corps, d'un sexe par l'autre. L'un est son objet. Le fait que le rapport sexuel a été remplacé dans le discours par la loi sexuelle est quelque chose de tout à fait évident. C'est sous nos yeux et pourtant si souvent ignoré, mis à côté par les psychanalystes même. Et évidemment, la pensée religieuse, comme Lacan l'avait déjà remarqué, repris par Gisèle et d'autres, nous offre une métaphore éloquente à ce propos, celle qui, dans la Genèse, raconte qu'une côte est prélevée à Adam pour former Ève. L'union de l'homme impliquerait alors de retrouver une partie séparée de lui-même, soutien du mythe de l'un dans la rencontre entre les sexes. C'est une fiction qui exprime bien la façon dont s'est organisée dans la pensée occidentale la loi sexuelle au niveau des rapports sociaux, des relations de production et du discours. Elle lie les deux sexes selon une grammaire de complémentarité entre sujet et objet, entre celui qui l'a et celle qui l'est, en accord avec l'exploitation intrinsèque au système de production précapitaliste et capitaliste mise en évidence par Marx. Freud lui-même découvre que la logique phallique de la division sexuelle est enracinée dans l'inconscient, dans les théories sexuelles infantiles et dans les fantasies originelles ou fantasies. Et en même temps, elle est le terrain sur lequel la société patriarcale a fondé une répartition de fonctions et de rapports de force dans un jeu d'alternance dans les structures familiales et sociales. Donc, l'inconscient, c'est la politique, justement, comme dit Lacan. La politique étant, selon lui, ce qui lie les hommes entre eux, ce qui les oppose, et qui se motive de la logique du fantasme. Donc, la logique phallique voit le réel du sexe, le patou qui le caractérise et qui déborde le mythe de la complémentarité dans l'un. Donc, il n'y a pas deux qui additionnés font un dans la jouissance. Deuxième point, le phallus est l'origine du langage. Freud est parti du phallus dont il a découvert la logique inconsciente et de là il déduit la castration. Lacan, par contre, part du non-rapport sexuel et de là situe la castration. Dans les années 70, Lacan propose une fiction logique, une hypothèse. Une fiction, bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'une notion d'origine, mais très parlant et provocatrice, selon laquelle le langage pourrait être né à cause de la détumescence suivant l'orgasme dans le rapport sexuel. La soustraction de l'organe pénien limite la jouissance au lieu de l'articuler à celle de l'autre. Je vous fais remarquer que déjà en 1964, Lacan remarquait que la division sexuelle, qui constitue le terrain sur lequel la société a fondé la répartition des fonctions dans un jeu d'alternance des structures familiales et sociales, il disait à ce propos, je vous cite, l'intégration de cette combinatoire à la réalité sexuelle fait surgir la question de savoir si ce n'est point là, par là, que le signifiant est arrivé au monde. Donc, c'est une question qui travaille Lacan depuis un bon moment. Dans Oupire, il dit, et je vous cite, la détumescence chez le mâle a engendré cet appel de type spécial qu'est le langage articulé, grâce à quoi s'introduit dans ces dimensions la nécessité de parler. C'est de là que rejaillit la nécessité logique comme grammaire du discours. Vous voyez si c'est mince. Il a fallu, pour s'en apercevoir, rien de moins que l'émergence du discours analytique. Fin de la citation. Dans encore, il dit aussi, et je vous le cite, le discours analytique démontre
Permettez-moi de le dire sous cette forme que le phallus, c'est l'objection de conscience faite par un des êtres sexués au service à rendre à l'autre. Donc, face au non-rapport sexuel, hein, comme Gisèle souligne, on peut supposer un appel fait au langage articulé. Et Lacan attribuait un tel appel aux femmes. Hein, je le cite encore, moi, je serais assez portée à croire que, contrairement à ce qui choque beaucoup de monde, c'est plutôt les femmes qui ont inventé le langage. D'ailleurs, la Genèse le laisse entendre avec le serpent, elle parle, c'est-à-dire avec le phallus. Par rapport à la question de la détourméchance, Gisèle a ajouté dans ce petit livre, hein, Le Féminin Deal, une note que je vais vous lire, hein, pour que, parce que je trouve que c'est une bonne spécification de la question. Alors, elle dit, rappelons ce fait qui n'est jamais remarqué, quoique évident, la disjonction des réactions orgasmiques de l'homme et de la femme, avec un seuil orgasmique bas et une précocité pour l'un, et un seuil élevé et une lenteur pour l'autre, ne convient pas à une connexion de jouissance sexuelle des deux sexes, mais elle convient bien sûr à une efficacité procréatrice. Elle est faite pour cela. Plus l'émission du sperme est précoce, plus elle a une chance de féconder. Plus l'orgasme de la femme est lent, moins il y a de risque qu'elle se retire avant d'être fécondée. Fin de la citation de Gisèle. L'autre symbolique naît, répond Gisèle, de ce défaut et emprunte la jouissance phallique de l'homme comme signifiant majeur. Le langage y substitue le phallus qui renverse le défaut et le masque tout en le révélant. La jouissance phallique est dès lors marquée par cette castration dans le rapport sexuel, d'où se forme le signifiant phallique. L'inconscient a construit un symbole et puis un signifiant face à la subtraction du rapport sexuel interprété comme une castration, qui est la castration réelle. C'est le roc biologique soupçonné par Freud, dit Gisèle. Et elle souligne aussi le signifiant renonce à la jouissance et la déplace en attribuant un agent à cette limite, à ce défaut, le père. Ce qui ouvre toute la question de la déconstruction du père, n'est-ce pas? C'est crucial pour le temps dans lequel nous sommes, mais aussi la question des perversions du père. Euh, je dirais que c'est une question très actuelle, hein, parce que si on voit d'un côté une évolution progressive de l'émancipation des femmes, à la fois on voit un contre-coup machiste, conservatif, patriarcal, totalitaire, ce qu'on voit très bien se passer dans ce moment aux États-Unis. Donc dans le pays soi-disant le plus démocratique, soi-disant. Troisième point que je veux souligner, le phallus comme signifiant de la jouissance. Si confondre l'organe avec le signifiant du phallus est l'erreur commune de notre société, aussi bien d'une grande part du discours féministe, gender, etc., dans nos pires, Lacan fait référence à l'erreur commune, et je dirais en particulier des psys, celui qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance et que le phallus n'en est que le signifié. Okay? Ben, c'est une affirmation cruciale hein, que je pense que Gisèle a saisie, a commencé à articuler, mais qui est vraiment très important pour tous nous, lecteurs de Lacan. Donc, il s'agira donc d'articuler la question de la fonction phallique hein,
avec ce que Lacan a pu dire après, de le phallus comme signifiant de la jouissance. Parce que dans les années 60, à la suite, bien entendu, de sa lecture de Frege et de Übersinn und de Bedeutung, Lacan a dit que le Bedeutung du Phallus est un pléonasme. Il n'y a pas dans le langage d'autre Bedeutung que le phallus, car le phallus, c'est le signifiant destiné à désigner dans leur ensemble les effets du signifié. Ça, c'est pour ce qui concerne la fonction phallique, qui devient le principe d'articulation signifiante dans le symbolique, en référence générale. Et comme une fois l'a dit Guy Le Goffet, au sens où Marx parlait de l'or comme équivalent général dans l'économie capitaliste du 19e siècle. Donc, Lacan dit dans Ou pire que le signifiant phallique se réfère à la jouissance. Le symbole du phallus est seulement son signifié. Or, comme Gisèle souligne fortement dans ce livre, la jouissance phallique est la même dans les deux sexes. C'est la jouissance de l'organe, dit Lacan, dans un corps, mais que l'organe soit clitoridien ou pénien. Gisèle affirme qu'au niveau psychique, elle est identique pour les deux sexes et elle vise à avoir les objets du désir à disposition. Voilà, alors ça, c'était les 3 points de lecture de Lacan que Gisèle développe, que je pense sont cruciales. Alors là, je parle de corollaire. Alors, l'orgasme, qui est un thème qui est en partie laissé du côté par certains milieux psychanalytiques. L'orgasme, dit Gisèle, est équivalent, quoique quel que soit l'organe en question. Il a un effet sur l'inconscient qui constitue l'autre bord de la jouissance phallique. Et elle souligne comme la jouissance phallique a un bord du côté du langage, un autre du côté du réel du corps, l'orgasme, et un troisième qui déclenche l'élaboration de l'inconscient. Ce lien entre l'orgasme, même terme du sujet, et la jouissance phallique, c'est un lien que, évidemment, comme elle dit, justement, pourrait avoir été soupçonné depuis longtemps. Deuxième corollaire, le plus de jouir. La disposition d'un corps a un plus de jouir essentiel pour compenser le renoncement à une jouissance sexuelle comme telle. Cette réflexion permet d'avancer sur ce que c'est la politique comme distribution du renoncement à la jouissance. Ce que c'est un point crucial que Gisèle souligne avec les plus de jouir qui s'y substituent. L'inconscient élabore en écrit ce que le corps parlant adopte comme grammaire et comme logique pour satisfaire à l'exclusion des jouissances de l'autre, condition de l'organisation de loi de la parole. Donc, le langage, avec ses signifiants maîtres, fait écouler la jouissance. Il fait écouler la jouissance dite de l'autre, qui est un ravage pour le sujet du langage, dans la mesure où elle est hors langage, hors loi de la parole. Et donc, par exemple, dans sa conférence dans l'après-coup de la présentation du livre, Gisèle a justement souligné des faits importants comme le fait que le langage a, par exemple, successivement fait reculer le cannibalisme, le sacrifice humain, l'esclavage, qui sont des modes fondamentaux de la jouissance de l'autre. À chaque recul a été élaboré un plus de jouir pour compenser la jouissance renoncée qui était devenue interdite par la loi. Alors, sur ça, il y a beaucoup à dire, mais bon, je m'arrête là parce qu'il y aura peut-être la discussion. Autre corollaire, la découverte de la physiologie clitoridienne.
Alors, il y a une bonne partie de ce petit livre hein, qui se développe autour de cela. Et là, c'est une question centrale, surtout dans, comment je pourrais dire, le dialogue avec le développement de féministes et de discours des genres. Hein. Donc, comme elle le dit, Odile Buisson, en 2010, hein, parmi l'échographie, a montré que la physiologie du clitoris durant le coït montre que l'organe interne enflé quand le grand glande externe est stimulé. Alors, évidemment, le déni hein, de cet orgasme vaginal hein, associé à l'orgasme clitoridien, hein, le déni ou l'ignorance de cette réalité physiologique est ce qui a soutenu un certain discours, euh, un discours, mais pas seulement, bon, sûrement féministe, hein, mais pas seulement, hein, je dirais. Mais les discours féministes sont appuyés sur cela pour développer, comment je pourrais dire, un soutien de l'autérotisme, hein, autérotisme côté femme, hein, qui est un miroir avec celui du mâle, de l'homme. Donc, ceux qui reviennent à un âne de la jouissance phallique féminine, hein, caractéristique, hein, qui caractérise justement la majorité, presque totalité des mouvements féministes, qui autrefois étaient divisés entre différentialistes, hein, qui prenaient en compte la différence des sexes, et universalistes, ceux qui ne retenaient aucune différence. Bon, nous savons que la logique de l'âne, comme la logique de tout, a engendré différents modes de réalité. Hein, par exemple, celui de Valérie Solanas des années 90 et bon, du mouvement SCAM, etc. Donc, voilà. Alors, cela, donc, sur cette base, évidemment, on revient sur la question centrale hein, que le livre, sur laquelle le livre débute, que c'est la question du patout et de la fonction phallique. Hmm. Donc, la logique du patout concerne tous ceux, femmes et hommes, qui, d'une manière ou d'une autre, en ont fini avec le prototype du nom du Père. Je trouve que cette affirmation de Gisèle est très précise et forte. C'est comme une flag, je dirais. Effectivement, elle ouvre à la découverte de ce qui existe en dehors des énoncés du discours. Hein, la féminité du patou est ainsi divisée entre les discours et ce qui est hors discours, entre se prêter comme objet et jouir de l'autre, tout en développant par ailleurs dans le discours une jouissance phallique. Donc, cela permet de sortir de la logique de l'un, non seulement en principe, mais en action, et dans une action qui permet des choix singuliers hein, à découvrir un par un, une par une. Le même mode de nouage entre deux jouissances est aussi concevable dans un rapport au sein du même sexe. Hein, parce que ça introduit, je peux ajouter, la question de la rencontre du partenaire comme, par définition, différent. Hein, n'importe quel soit le genre ou le sexe du partenaire. Bon, voilà. Alors, ça, c'est mes remarques sur ce petit bouquin remarquable. Merci Paola. À t'écouter, j'ai le sentiment d'une bienfaisante étrangeté. Pas du tout inquiétante, donc. Pas du tout. C'est une bienfaisante étrangeté. Pourquoi une bienfaisante? Ça va de soi. Parce que c'est une lecture véritablement percutante et qui a saisi toutes les articulations nécessaires, absolument nécessaires.
Étrangeté, parce que depuis, la première fois c'était en 1995, la première fois publiée, que j'ai commencé à articuler toutes ces questions les unes aux autres en ajoutant à chaque fois une étape supplémentaire, ça fait donc 30 ans. Et en 30 ans, c'est la première fois que j'entends quelqu'un d'autre que moi dire cela. Donc, donc c'est un sentiment d'étrangeté profond, profond et profondément bienfaisant. Je te remercie. C'est moi qui te remercie, ça me touche beaucoup. Je te remercie beaucoup. Je peux aussi vous dire que cet été, on m'a demandé de intervenir pour un livre sur la haine et on m'a demandé explicitement de parler de la haine contre les femmes. Et donc, je me suis aperçue pendant que j'écrivais cet essai de comment, bon, l'articulation que tu fais m'a été utile pour pouvoir élaborer hein, et avancer hein, sur ce sujet Bien sûr. et aussi pour l'articuler politiquement. Hein. Oui, Mais au sens justement de l'inconscient politique. Donc, bien voilà. sûr, bien entendu. Ça plonge au cœur de ces racines-là, bien sûr. Alors, je vais reprendre quelques points de ce que tu as traité, juste pour en marquer l'importance et la façon dont tu l'as relu, euh, 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 parce qu'effectivement, ce sont les voies qui ouvrent vers la suite, à mon avis, et à tout point de vue. Tu évoquais le moment présent aux USA qui frappe à peu près tout le monde, mais qui frappe à peu près tout le monde dans la mesure où c'est peut-être une des premières fois où on sent bien qu'une élection politique a un tel ancrage dans, j'allais dire, dans le non-rapport sexuel Bien sûr. et dans ses conséquences du non-rapport sexuel telles que, non pas telles depuis l'origine, puisque les conséquences, elles sont évidemment depuis l'origine du langage, mais telles que l'étape actuelle de notre civilisation les traite. Elle les traite à l'heure actuelle d'une façon très, très particulière. C'est une étape extrêmement impressionnante, vous l'avez tous remarqué. Donc, parmi les points que tu as repris, je ne les ai pas tous notés, j'en oublierai, mais c'est pas grave, parce que vous l'avez bien entendu et ils étaient articulés les uns aux autres d'une manière extrêmement claire et pertinente. Oui, que la jouissance phallique, tu disais, j'y insiste dessus, bien sûr, et c'est Lacan, bien entendu, y a insisté dessus largement, qu'elle soit identique des deux côtés du sexe, du côté masculin et du côté féminin, oui, pour cette part-là de la jouissance, c'est-à-dire pour la part de la jouissance phallique, aussi bien sur un plan psychique, celle qui en effet entend avoir un objet à sa disposition, mais pourquoi? C'est parce que la jouissance phallique se définit sur une limite qui vaut castration, bien sûr, dans un certain contexte, dans un certain cadre, mais cette limite, c'est précisément ce que l'inconscient, à partir de là, élabore comme point terme du sujet. Ce qui vaut dans un certain cadre pour une castration, et donc la limite de la jouissance phallique masculine en l'occasion, puisque c'est celle-là qui fait scansion dans le rapport sexuel organique, eh bien, c'est la même qui est élaborée de façon équivalente pour les deux sexes, non pas bien sûr que du côté féminin, le rapport euh, 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 constitue une limite de la même façon, puisque précisément ce qui distingue de façon constante et remarquée depuis toujours les hommes et les femmes dans le rapport sexuel, c'est que d'un côté il y a limite et que de l'autre côté il n'y en a pas. Donc, ça n'est pas là qu'elle joue l'équivalence de la jouissance phallique pour l'homme et pour la femme. Ça n'est justement pas dans le rapport sexuel. C'est ailleurs. C'est ailleurs. C'est dans toutes les réalisations de l'ancrage que les femmes ont pu récupérer à partir du moment où elle leur a été restituée, cette jouissance phallique, comme un ancrage possible, permis, puisque autrefois, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas possible, ça veut dire qu'il était interdit.
un ancrage possible dans les discours, eh bien, à ce moment-là, à partir de là, on a vu se développer chez les femmes une jouissance phallique psychique tout à fait identique par rapport à l'objet qui s'y présente. Et en effet, un objet, dans ce cadre, c'est l'objet A comme cause du désir, c'est-à-dire celui qui appelle à plus jouir à partir du moment où la jouissance rencontre sa limite ou sa perte, ou son renoncement, ou son interdiction. Là commence un appel à un plus qui est plus de jouir et qui doit être à disposition, sinon c'est pas un plus de jouir. C'est une disposition qui remplace la jouissance. C'est autre chose que la jouissance, bien sûr, mais ça la remplace de façon, disons, satisfaisante. Alors, ça, oui, c'est un point très, très important, en effet, que cette équivalence soit, dans les faits, elle a été remarquée et elle a été mise en œuvre. Elle a été mise en œuvre, évidemment, on le sait, sans attendre la psychanalyse, heureusement, puisque la psychanalyse euh, est, pour l'essentiel jusqu'ici, restée dans la problématique freudienne. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas, la psychanalyse jusqu'ici, je parle donc en son ensemble, pour sa majorité, elle n'a pas du tout jusqu'ici, à part quelques exceptions, utilisé se couvrait comme possibilité la logique pas toute en tant qu'elle permet l'accès à une jouissance autre. Donc, pour la part d'équivalence entre hommes et femmes, c'est-à-dire au niveau de la jouissance phallique, c'est en effet une donnée tellement nouvelle, c'est-à-dire elle a un siècle, c'est très nouveau. C'est une donnée tellement nouvelle qu'elle ouvre effectivement à une redistribution d'un certain nombre d'éléments qui ont déjà eu lieu, qui se sont déjà redistribués, mais qui, en puissance, en potentialité, peuvent être infiniment plus nombreux, cette redistribution, grâce à la restitution de la jouissance phallique aux femmes, c'est-à-dire de leur ancrage dans les discours depuis à peu près un siècle. Pas tout à fait. Et comme vous savez, au fur et à mesure que nous parlons de ces choses-là aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre contexte politique actuel, je suis moi aussi tout à fait impressionnée de ce qui se passe au même moment aux États-Unis, avec la portée que cela a pour l'évolution du monde dans son ensemble, puisque nous savons bien que cette restitution de la jouissance phallique aux femmes dont je parle et qui a cours en Occident, aussi bien sur le plan organique que sur le plan psychique d'ailleurs, et qui a cours en Occident depuis le milieu, mettons, ou la fin du siècle dernier, vous savez bien, et nous avons tous en tête que au moment où nous parlons, un coup d'arrêt vient d'y être porté à cette restitution, qui est partie, bien entendu, qui a cette portée pour nous dans la mesure où il part du pays qui non seulement est le phare, comme disait Paola, de la démocratie en principe, certainement, il est le phare de la démocratie, voilà ce que ça donne sous certaines formes, et que dès lors, à partir de là, cette restitution est à plus ou moins long terme remise en cause à différents niveaux, différentes strates de la société et de l'Occident, étant entendu que nous savons bien que cette restitution de la jouissance phallique aux femmes a été maintenant depuis plus de 20 ans, a reçu non pas seulement un coup d'arrêt, mais une réaction extrêmement sauvage dans certains pays d'Orient. Donc, c'est deux pôles qui constituent, chacun à leur manière évidemment très distincte, des points d'arrêt sur cette restitution qui a eu une telle portée en Occident. Lacan n'aurait jamais pu élaborer la logique pas toute si cette évolution n'avait pas été sensible. Déjà, à ce moment-là. Cette logique pas toute, évidemment, est une des élaborations clés qui permettent de comprendre non seulement en quoi l'inconscient est politique, en effet, mais quels sont les concepts clés pour saisir ce qui se produit et dans l'inconscient et dans la politique.
c'est-à-dire à cette jonction-là. Un autre point que je reprendrai sur ce que Paola a évoqué, le lien entre l'orgasme et la jouissance phallique, ça va de soi, mais également entre l'orgasme et l'élaboration. Pas seulement la jouissance phallique comme telle, mais l'élaboration par l'inconscient de la jouissance phallique. Oui, depuis que je me suis arrêtée sur ce point chez Lacan, j'ai été, ça fait quelques années, c'était pas du tout articulé comme tel au départ, ça fait quelques années que je m'en suis aperçue de ce point, ben, tout simplement parce qu'il concerne les derniers mots de Lacan, pratiquement, ses dissolutions, c'est 1980, ce sont ses derniers mots. De ces derniers mots, sur certains points, Colette Solaire a dit une fois, un peu plus et c'était trop tard, oui, un peu plus et c'était trop tard, il était vraiment temps. Ce sont ses derniers mots en 1980 où il, d'une part, établit cette équivalence des orgasmes euh, euh, clitoridien et pénien, donc masculin et une part du féminin. Et il n'avait pas connaissance encore à ce moment-là, et c'est très intéressant de s'en apercevoir, il n'avait pas encore connaissance des expériences d'Odile Buisson à cette date, puisqu'évidemment elle date de plus tard, elle date de 2010, et donc il en était resté à l'exclusivité clitoridienne externe de cette jouissance orgastique. Et là, il faisait une équivalence très précise. Je ne vais pas le reciter, tu en as cité des éléments. Il faisait une équivalence très, très précise pour montrer que, oui, le point d'équivalence entre homme et femme est au niveau de l'orgasme, au niveau de la... qui a cet effet d'élaboration dans l'inconscient de la jouissance phallique sur son bord. Alors, pour autant que quoi qu'il avait défini dans le passé, en effet, l'orgasme comme le point terme du sujet, c'est-à-dire comme quelque chose qui donne matière à élaboration dans l'inconscient, contrairement à ce que les psychanalystes ont toujours pensé, puisque, à part des choses un petit peu délirantes comme celle de Reich, il n'y a jamais eu véritablement d'élaboration de ce que pouvait susciter l'orgasme dans le psychisme. Or, c'est tout à fait certain, et Lacan l'a fait en dernier terme, en effet. C'est très important, le lien entre cet orgasme-là et le soutien du sujet en tant que le signifiant phallique et le support de cette jouissance phallique. Alors, je l'ai mal formulé là, je le reprends parce que c'est important pour ne pas reprendre cette erreur dont Paola parlait, cette erreur qui a longtemps pris le phallus comme le signifiant phallique, alors qu'il n'en est que le signifié, le phallus, et alors que là, c'est un petit peu moins tard dans son élaboration que Lacan a rectifié cette chose-là, non pas ce silence, alors comme pour l'orgasme, mais cette erreur, franchement, celle que Paola évoquait tout à l'heure, c'est en 1972, donc 72 et 73, donc c'est beaucoup plus tôt, une dizaine d'années plus tôt, pas tout à fait, mais cette rectification, là aussi, elle est ouverte à infiniment de potentialités évolutives, dont certaines ont déjà eu lieu. Je dirais que dans les faits, la société a rectifié cette erreur entre le phallus comme signifiant et la jouissance phallique comme signifiant. Pourquoi? Mais parce elle est gigantesque, cette erreur, mais c'est pas une erreur, bien sûr, de méconnaissance, c'est une erreur de construction. C'est une erreur construite comme telle, c'est-à-dire c'est un déplacement construit comme tel. On peut le dire, on peut le savoir avec certitude à partir de la rectification lacanienne, construite comme telle, cette erreur par les logiques patriarcales, puisque cette erreur consiste à prendre l'organe, une fois symbolisé, on le sait bien au niveau des mystères, comment il a été symbolisé cet organe, évidemment, on en a masqué ensuite la représentation, et pour cause, puisque d'une certaine façon, on devait savoir très bien que ça n'était pas l'organe le signifiant, mais que c'était la jouissance. Et la jouissance orgastique, pas n'importe quelle jouissance, la jouissance orgastique, la jouissance phallique, par opposition à la jouissance de l'autre. Eh bien,
euh, cette rectification de cette erreur commune qui en effet est celle des psychanalystes. Oui, parce que le discours psychanalytique l'a repris, cette erreur, et y compris Lacan. Et y compris Lacan, c'est l'erreur patriarcale, c'est-à-dire c'est la construction patriarcale. C'est une erreur évidemment volontaire, mais inconsciente au sens où l'inconscient, c'est la politique. Dans Exactement. ce sens-là. Dans ce sens-là. Donc, la rectification de cette erreur est tout à fait incroyablement importante chez Lacan, presque en dernier terme, mais pas tout à fait. Et là aussi, nous voyons bien en quoi le contexte actuel est saisissant d'importance de préoccupation, les préoccupations qui sont les nôtres dans ce contexte aujourd'hui, puisque là aussi, il est bien évident que les dernières évolutions politiques vont dans le sens de porter un coup d'arrêt à la rectification de cette erreur. Là aussi. La rectification de cette erreur qui a eu lieu là aussi depuis le milieu, pas tout à fait, depuis la fin du siècle dernier, dans les faits. Dans les faits. Donc, pas évidemment grâce aux psychanalystes, ça c'est sûr, mais dans les faits, elle a bel et bien eu lieu. Les sociétés ont montré qu'elles comprenaient parfaitement, les sociétés occidentales, qu'elles comprenaient parfaitement que le signifiant phallique, c'est-à-dire le signifiant du désir, le signifiant de la jouissance, le signifiant du sujet, que ce signifiant, c'était pas l'organe, que c'était la jouissance phallique, c'est-à-dire l'orgasme, et que dans ce cas, il est effectivement équivalent des deux côtés. Et dans ce cas, évidemment, les syntaxes patriarcales, si elles rectifient cette erreur, elles perdent leur clé logique, j'allais dire logistique, mais disons logique, leur clé consiste à unilatéraliser la castration, bien sûr, du côté féminin, en faisant de la castration quelque chose qui consiste ou non à avoir l'organe. Ce qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce que Lacan a défini comme castration, puisque c'est cette limite en acte dans le rapport sexuel qui construit, si on peut dire, une béance, la béance du rapport sexuel, qui construit une béance entre les sexes. Ce n'est pas du tout la même définition de la castration. Vous voyez que l'autre est plus réaliste, celle de Lacan. Je vais peut-être, j'y reviendrai éventuellement. Il y a tellement de choses que Paola a reprises qui sont essentielles, mais on va peut-être laisser parler Jean-Jacques. On reprendra des points de discussion tout à l'heure éventuellement, hein. Je les garde de côté. Jean-Jacques, Oui, oui, oui. parlez maintenant. Euh, Vas-y. alors, je vais être plus bref que Paola pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis pas ton éditeur, donc j'ai lu ton livre relativement récemment. En plus, sur ordinateur, je l'ai pas imprimé, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et je l'ai attrapé à travers ce pourquoi tu m'as interpellé. Qui était la tentative que j'avais eue de travailler sur le rapport entre la psychanalyse et les gender studies aujourd'hui. Mhm. Euh, je vais partir par d'un constat. Je m'y suis risqué il y a quelques années, donc avec l'une de mes élèves, Fanny Chevalier, dans un colloque qui s'intitulait Sur la différence des sexes en question, avec un sous-titre genre et psychanalyse. Euh, Ça a été clairement un dialogue de sourds. Ce qui m'avait frappé alors, c'est l'écart avec les dialogues qui avaient eu lieu sur des thèmes voisins dans les années 70 avec les féministes du MLF. Et je me souviens de rencontres provoquées par Serge Leclerc à l'époque, puis avec le phare, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire animé par Guy Hockenheim, élève de Deleuze. Deux différences fondamentales entre les deux époques. À l'époque, si Freud était critiqué en particulier sur l'affirmation de l'anatomie, c'est le destin, et l'idée du penisnide, les propositions de Lacan étaient prises en compte, voire largement prises en compte, par exemple par Antoinette Fouque.
mais aussi par les proches de Kengham. La seconde différence, et là qui était sensible, c'est que la thématique n'était pas celle de l'identité, mais bien des pratiques sexuelles. Alors que ces théoriciens du genre que nous avons rencontrés, à l'exception peut-être de certains du mouvement queer, mais il n'y avait pas Preciado, euh, qui nous avait demandé de monnayer sa venue, euh, les théories du genre actuellement, telles qu'elles se développent en France, et avec l'influence de Foucault en particulier, la référence à Foucault, écartent radicalement la question des pratiques sexuelles. Personne personne n'a accepté d'en parler. Euh, J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé que le livre de Gisèle, qui est très... Alors, c'est pas un livre grand public, hein. C'est un livre qui demande une lecture très serrée, euh, difficile. Euh, j'ai trouvé qu'il était non seulement utile, mais nécessaire pour sortir de ce face-à-face stérile et prendre en compte, en tant que psychanalyste lacanien, les nouvelles controverses qui sont ouvertes par les gender studies. Oh, elles sont Euh, plus très, elles ne sont plus très nouvelles. non, elles sont plus très nouvelles, mais elles sont persistantes et insistantes. Oh, elles ne vont pas persister de la même façon. Oui, en tout cas en France, Hmm. peut-être moins aux États-Unis. Hmm. Moi, j'ai trouvé, alors je vais reprendre, je vais redoubler ce qui a été dit tout à l'heure, de force, parce que il y a une des thèses tardives de Lacan, donc, qui est au fondement de cette traversée. C'est pas, j'y reviendrai peut-être, mais c'est pas la question de l'orgasme, mais c'est cette formule qui est citée dans Ou pire, le signifiant, c'est la jouissance, et le phallus en est le signifié. C'est Euh, ça. C'est ce que reprenait Paola. Ça, c'est l'erreur commune. C'est ce que Lacan appelle l'erreur commune. C'est ce dont nous avons parlé toutes les deux. de quoi? Que le signifiant, c'est la jouissance. Et que, L'erreur commune, il faut que tu prennes la situation, la citation complète, sinon on ne comprend rien. Sa citation complète, c'est l'erreur commune qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance qui et ne que voit pas. qui ne voit pas. L'erreur commune qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance et que le phallus n'en est que le signifié. Faut Oui, l'ensemble. oui, bien sûr, mais c'est l'erreur commune, mais l'erreur commune, c'est de ne pas voir que le signifiant, c'est la jouissance. Et donc, le signifiant, Non, 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 comment? non, 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 pardon. L'erreur commune. Non, non, c'est pas ça. Alors, j'ai du mal le citer. L'erreur commune, c'est de prendre le phallus pour le signifiant. Oui, bien sûr. Voilà. C'est Vas-y, ce que je continue. dis, hein. C'est D'accord, ce que je d'accord. dis. Le signifiant, c'est la jouissance, et le phallus Oui, n'en c'est est que ça. le Oui, signifié. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Euh, Révisant ou plutôt radicalisant, donc ça c'est 72, je crois, ce qu'il avait considéré en 60 comme la signification du phallus, dont il disait déjà à l'époque qu'il était d'abord attribué à la mère comme signifiant de la pure différence et que c'était secondairement, de par la détumescence, qu'il était imaginarisable dans le pénis, phallus imaginaire. L'accent qu'il fait porter sur la jouissance et non plus sur l'objet petit a déconstruit la fonction supposée distributive du phallus entre les sexes. Dès que Lacan énonce que l'inconscience est la politique, alors, déphasant la formule freudienne que l'anatomie c'est le destin, alors juste une petite remarque là. La formule l'anatomie c'est le destin, ça parodie pas la formule napoléonienne que la politique c'est le destin. La formule de Napoléon, reprise par Goethe, par Hegel et surtout par Clausewitz, c'est la géographie c'est le destin. Et c'est ce qui légitime pour Clausewitz en particulier, mais c'est déjà dit par Napoléon, que la politique et la guerre sont en continuité. Mhm, Ça avait été très remarquablement analysé à l'époque par un livre qu'on ne lit évidemment plus. C'était Le discours de la guerre de André mhm, Glucksmann, le vrai, le père. mhm, Et c'est quelque chose d'autant plus intéressant quand on pense à la situation de l'Ukraine, hein. mhm. C'est la géographie qui est le destin, et pas
Et la politique n'en est qu'une des conséquences, une Mhm. des formulations. C'est juste une remarque accessoire, mais qui est importante parce que euh, ça relativise déjà la position de Freud, hein, de l'anatomie, c'est le destin. Ça le relativise déjà parce que c'est le destin dans quel sens? Hein, la politique, c'est pas le destin. C'est l'inconscient, c'est la politique. C'est pas Mhm. la même chose du tout que ce qui serait en jeu dans cette parodie freudienne de Napoléon. Euh, je trouve que Françoise Héritier a remarquablement montré anthropologiquement que le temps premier de la distribution, de la constitution du lien social, c'est la distribution des rôles sexuels. Et que c'est en premier et non pas une conséquence de cette constitution du lien social. Vous voyez que c'est plus totem et tabou. Ça, on renverse la question de la fonction du père. Euh, Gisèle, donc, dans son livre, qui est vraiment, c'est une traversée des logiques sexuées, mais c'est aussi une traversée des logiques, et je reviendrai sur des questions proprement parlées logiciennes. Gisèle met l'accent sur la construction du plus de jouir, donc sur la trace de la plus-value marxienne, ça a été largement étudié. De même que le capitaliste renonce à la jouissance omnipotente du maître sur l'esclave, de même la renonciation oedipienne à l'inceste laisse place déjà à un plus de jouir, de la jouissance phallique, dont le corps de la femme devient l'objet, donc à une renonciation au caractère totalisant du phallus, ou au caractère réparateur du phallus. Ainsi, là où l'exclusivité de la jouissance phallique allait de pair avec les impératifs, c'est là que je deviens logicien, de la logique formelle, pour trouver une solution unique à l'impossibilité du rapport sexuel, telle qu'elle se livre dans la formule du fantasme, l'aborde la question via le paradigme de la jouissance ou des jouissances, et ce, dès les formules de la sexuation, conduit, comme le fait une de mes doctorantes, ex-doctorante, mais qui poursuit, à prendre au sérieux la critique de l'universel par l'intuitionnisme, ou plutôt le constructionnisme, qui n'est plus axé par le tiers exclu. C'est une référence cette référence à Brouwer, voire à Eiting, c'est une référence qui est faite par Lacan dès Encore, dans le séminaire Encore, et plus encore autour de la question des formules de la sexuation, qui ne tiennent pas dans une logique formelle. Euh, je ne vais pas reprendre, encore moins résumer l'ensemble du livre de Gisèle, mais en acceptant l'ensemble de son argumentaire, souligner quelques points qui ne marquent pas du tout une divergence, mais plutôt un autre mode d'accéder aux mêmes conclusions, aux mêmes avancées. Euh, Ainsi, dans sa lecture des critiques de la psychanalyse, qui néglige la révolution lacanienne de la psychanalyse, et ce, à mon avis, bien avant la mise en avant de la jouissance, ainsi comme elle le cite longuement dès le séminaire sur la logique du fantasme. Ainsi, dès 1960 et la signification du phallus, Lacan pointe que la castration n'est en rien réductible à une masculinisation qui n'est que secondaire. L'épreuve de la castration est ce qui affecte d'abord l'autre, le grand autre, et le barre, jusqu'au constat que l'autre, condition première du sujet, n'existe pas. Comme l'a montré il y a quelques années Hubert Hauck, d'ailleurs, professeur de théologie protestante et ancien membre de l'EFP, c'est une invention chrétienne plutôt tardive que de désigner Dieu comme Père, et non pas une invention juive. Alors que, par exemple, dans le judaïsme, Dieu est d'abord époux d'Israël, féminisé, Cantique des Cantiques, en faisant la référence, et qu'il est lui-même marqué par la castration et son retrait. Décupler Dieu, comme dans le christianisme, remarque conclusive de Freud dans L'homme Moïse, c'est le protéger de son effacement. Pour se distraire un peu, un Witz bien connu à la grande époque du féminisme. Dieu s'adresse à la femme et lui dit que pour ménager la susceptibilité de l'homme, on va lui dire que la femme a été tirée d'une de ses côtes.
dont Gisèle rappelle que c'est une métaphore du pénis et du phallus. Et Dieu insiste sur le fait qu'elle doit garder le secret. Et Ève de lui répondre, d'accord, ce sera un secret entre femmes. Euh, Si l'inconscient du sujet ou du social, c'est le discours de l'autre, et si donc l'inconscient, c'est la politique, on retrouve la question du rapport entre la béance du rapport sexuel, que supplient les lois sexuelles, et l'invention du langage, co-causalité longuement abordée par Gisèle. Cette confrontation double au sexuel et à la langue, c'est ce qui conduit, je cite, l'être sexué à s'autoriser de lui-même. Ajoutons quand même la restriction, ne s'autoriser que de lui-même et de quelques autres. Donc pas dans un solipsisme. Gisèle choisit d'aborder cette traversée en trois logiques. Logique du tout, hors des logiques toutes phalliques, et traversée du masculin. Comme elle a déjà travaillé sur le féminin, c'est tout autant pour les hommes et pour les femmes qu'elle aborde ces logiques du tout, et ce, hors des logiques toutes phalliques, car les deux sexes y sont concernés. Euh, c'est vous dire que j'ai lu ce livre avec un intérêt tout à fait masculin. Euh, c'est ce qui m'intéressait et effectivement, c'est ce que j'y rencontrais. Ainsi, la libération des femmes est le contraire d'une renonciation à la jouissance phallique, mais simplement l'ajout d'une jouissance autre, pas toute phallique, jouissance qui n'est pas complémentaire, surtout pas, mais supplémentaire. C'est le paradoxe d'un féminisme pour toutes qui fait simplement pendant un phallicisme pour tous, comme accès au discours universel. Je pense à une remarque de Marguerite Duras dans un échange avec Jean-Luc Godard, c'est repris dans les cahiers du cinéma de l'époque, qu'il n'y a pas de mot féminin, qu'il n'y a pas, dit-elle, de mot trou, et qu'il faut, en jeu de son écriture, un travail de trou dans la langue pour ravir le féminin au masculin, au risque de la folie de Wolfenstein. C'est bien la question de ce silence que tu évoques à plusieurs reprises. Euh, c'est sur ce point qu'on peut reprendre et entendre la critique, en particulier lacanienne, mais déjà structuraliste, de l'humanisme. C'est un des points de rupture avec l'existentialisme de Sartre, mais tout autant celui de Simone de Beauvoir. Un slogan de l'époque féministe rend compte de ce paradoxe. Un homme sur deux est une femme. C'est ce qui lui euh, c'est ce qui euh, fait de ce féminisme beauvoirien quelque chose qui a la limite effectivement de cette redistribution euh, phallique avec une équivalence pour toutes avec ce qu'il en serait de l'homme et le maintien d'une conception humaniste dont on s'avère qu'elle est en fait strictement phallique. En soulignant, j'évoquais d'entrée, la question de l'identité, mais en rejetant celle du mode de jouissance et du rapport sexuel, on voit bien que les tentatives de subversion euh, les théories du genre et voire de la subversion queer euh, éliminent l'ensemble de cette question. Euh, avec, là je reprends à Preciado plutôt, euh, avec le risque de sortir certes les troubles de l'identité sexuelle d'une réduction au champ de la psychose, mais au risque d'une perversion généralisée. Euh, la prévalence, par exemple, de la sodomie dans la sexualité, avancée parfois par Preciado ou certains des théoriciens du courant queer, comme annulant la différence sexuelle,
et rejoint une formule sadienne dans les 120 journées de Sodome, reprise par Pasolini dans le film Salo. Vu de dos, un cul de petit garçon et un cul de petite fille, c'est pareil. Les traversées hors des logiques toutes phalliques sont rendues possibles parce que la position lacanienne n'est pas simplement une explicitation de la position freudienne et une critique des positions post-freudiennes. L'un des points de départ se trouve dans le séminaire encore, avec l'évocation de la position mystique de Sainte Thérèse d'Avila. Cette jouissance haute s'origine du manque dans l'autre, de son absence et de son inexistence selon la théologie négative des mystiques qui subvertit le tout phallique. Gisèle souligne le paradoxe de cette jouissance autre qui suppose la jouissance phallique pour s'en dissocier. Pas d'autre jouissance sans la jouissance phallique, alors incomplète, et surtout impossible d'en dire quoi que ce soit sans une imposition phallique dans la possibilité d'un discours. Le patou, porté tout autant par les patoutes que par les patous, c'est là que je reprends la position masculine, ne peut se dire que par le silence. On revient au mot trou de Duras. Le patou ne se construit pas en rapport avec le tout, mais à partir d'une négation plus complexe, hors discours. C'est en cela que la logique dont il serait question ne fait pas de la négation une compréhension formaliste, celle du tiers exclu, mais importe dans le fini qu'il n'y a pas d'ensemble sexuel infini. La femme n'existe pas, et donc revient à cette logique intuitionniste au sens de Brouwer et surtout de Hating. D'où la division possible d'une femme qui peut à la fois participer d'une jouissance du côté phallique et d'une jouissance d'un corps de l'autre, lui-même affecté d'un manque qu'elle incarne. Gisèle prolonge cette articulation avec l'écart entre la langue, ou plutôt la langue au sens de la lalation, étudiée par Jacobson, la langue produite par les femmes, et la syntaxe masculine résultante de l'Oedipe, constituant le langage comme ce qui fait obstacle à la jouissance sexuelle au lieu du non-rapport sexuel. La quatrième partie du livre s'intitule Traversée du masculin. Elle y reprend la déconstruction par Lacan de la cause phallique freudienne, qui suppose en clé de voûte une conception du père. S'ensuit une traversée du fantasme. La logique toute phallique, écrit-elle, comporte ce fantasme qui consiste à soutenir et à unifier le sujet divisé du signifiant en constituant la disposition du corps de l'autre sexe comme compensation de la jouissance impossible. Gisèle en vient alors pour traiter du masculin à une lecture que j'ai trouvée tout à fait éloquente de L'amant de Lady Chatterley de Laurence. Dans ce livre, Laurence décrit donc, avec plusieurs versions, décrit crûment un rapport sexuel où se joue le défaut phallique et la détumescence, montrant la construction d'un féminin patou-phallique et la déconstruction d'un masculin universel. Il avait déjà, dans Amant et fils, rappelle-t-elle, inversé la logique de l'Oedipe, puisque c'était le fils qui était confronté d'entrer au désir de la mère. Dans L'amant de Lady Chatterley, après avoir idéalisé le phallus, il en était venu à considérer que c'était le phallus qui faisait obstacle au rapport sexuel, quand c'est le désir de la châtelaine, dominante, dominante pour lui, qui occupe, qui est si je me souviens bien, je crois que tu le reprends, un aristocrate déchu, donc garde forestier par défaut. Donc c'est le désir de la châtelaine qui occupe la place maîtresse. Et le garde-chasse y répond sans réussir à atteindre cette jouissance, puisque l'angoisse surgissait au lieu de l'exaltation ou de l'orgasme. Ainsi, Laurence écrit la limite du tout phallique. Laurence, donc, loin d'être l'apôtre de la domination masculine qu'en fait Simone de Beauvoir, anticipe la critique lacanienne du tout phallique, reprenant c'est alors que tu reprends, mais je ne les connais pas bien, donc je les connais que par tes citations, les thèses de Jablonka sur les hommes justes. Mhm.
Non, je suis pas allé lire ça en plus. Gisèle conclut en soulignant que pour les hommes comme pour les femmes, la jouissance est divisée entre jouissance phallique du tout, universelle, et jouissance de l'autre, j'ai envie d'ajouter de l'autre barré, qui excède ce tout par un pas-tout qui le subvertit. Je ne peux que citer sa conclusion, j'ai trouvé très clair. L'universel abrupt des logiques toutes phalliques euh, se restreint, l'unaire du patou se déploie, la béance entre les sexes et ce qu'elle cause comme langage peut devenir un réel ordinaire à prendre en compte comme tel, sans plus. J'avais tenté un séminaire il y a quelques années qui s'intitulait Est-il possible de rendre moins débile le rapport entre les hommes et les femmes? Euh, je trouve un argument important. Ce livre est une argumentation serrée, comme je l'ai dit, parfois difficile. Il est assez court pour être difficile à résumer ou même à présenter. Chaque page mériterait un commentaire, même si je retiens de mes échanges amicaux avec Roger Laporte qu'un livre témoigne de son importance en lisant la première phrase et la dernière. C'est ce que j'ai fait d'entrée aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à en dire. Merci de de ce travail dont je conçois qu'il a été ardu. Merci. Euh, euh, Là, évidemment, je ne suis pas dans un sentiment d'étrangeté parce que, bien sûr, les questions que je pose ne sont pas reprises, bien entendu, ni mon argumentaire. Tu me dis qu'il est d'accord, que tu es d'accord avec mon argumentaire et j'en suis heureuse, mais tu ne dis pas qu'est-ce qu'il est ni en quoi. Tu es d'accord, donc je ne sais pas. Tu as isolé, tu me dis, des points qui ne sont pas des points de divergence pour les discuter, pour en discuter. Je vais juste en reprendre un ou deux. Et, par exemple, sur le point considérant ce qui est tout à fait juste que le Dieu de la Bible n'est pas un père d'abord, en tout cas chez les Juifs, qu'il ne le devient qu'ensuite, et notamment évidemment dans le christianisme, c'est tout à fait exact. Mais ce dont je parle là, c'est de ce que Lacan en a fait en l'appelant dès le début le prototype du nom du Père. Donc voilà, il a construit son nom du Père sur ce Dieu de la Bible aussi, même si chez les Juifs, le Dieu de la Bible n'est pas considéré d'emblée comme un Père, c'est tout à fait exact. Cet autre point qui est important certainement, qui est très important, je sais que j'ai assez volontairement accentué ma critique de Freud sur l'anatomie, c'est le destin. Je l'ai accentué, je veux dire par là, je l'ai relativement schématisé. De même, et volontairement parce que je ne voulais pas perdre du temps à commenter, m'arrêter sur ce qu'on sait déjà. Je voulais avancer sur ce qu'on ne sait pas, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et donc, lorsque j'ai en effet un petit peu schématiquement critiqué Freud, je sais que d'autres personnes ont déjà un petit peu sursauté là-dessus, notamment sur l'anatomie comme destin, dont je reprends, mais dont je reprends une critique, mais strictement à partir de Lacan quand même, puisque si je résume assez brièvement, en effet, ce que représente l'anatomie chez le destin, c'est le destin chez Freud, je reprends le texte de Freud mot à mot, et je le cite d'ailleurs en son ensemble, mot à mot, c'est-à-dire qu'il dit quand même exactement ce que je dis qu'il dit. Bon, donc je suis d'accord que je suis un petit peu plus critique sur ce point, sur Freud, que ne l'ont été des milliers de psychanalystes. Bien. Mais encore une fois, c'est pour avancer, puisque c'est en avançant et en considérant cette fameuse phrase que je reprends, que je cite et que je commente, cette fameuse phrase de Lacan qui, dans la logique du fantasme, qui de plus est sortie récemment, et où la phrase que je commente et que j'étudie de Lacan n'est pas traduite, n'est pas reprise de la même façon dans le séminaire du Seuil que par l'édition de Jacques Alain Ménard que dans
éditions officieuses qui ont toujours eu cours et où je vais résumer parce que je l'ai déjà longuement discuté, y compris avec lui d'ailleurs. La phrase de Lacan fait une opposition entre si Freud a écrit quelque part que l'anatomie c'est le destin, lorsque nous serons revenus à une vue plus saine de ce que Freud nous a légué, nous dirons, je ne dis même pas l'inconscient, pardon, la politique c'est l'inconscient, nous dirons l'inconscient c'est la politique. Vous voyez, je la sais par cœur cette phrase, tellement je l'ai lue et relue. Bien. L'édition du Seuil dit, donc Jacques-Alain Miller, avec qui j'en ai discuté, dit de même que Freud a écrit quelque part que l'anatomie c'est le destin, quand nous serons revenus à une vie plus saine, tout le reste ne change pas, nous dirons l'inconscient c'est la politique. De même quand nous serons revenus. Bien, il est certain que lorsque j'ai discuté avec Jacques-Alain Miller sur ce point, je lui ai fait part de mon étonnement que le si, qui est une opposition entre les deux parties de la phrase, si Freud a dit ceci, quand on sera revenu à une vue plus saine, nous dirons. C'est une opposition. Non, plutôt, c'est pas une opposition, c'est une objection. C'est une objection sans contradiction, voilà, pour être exact. Alors qu'il est bien évident que le de même que Freud a dit, de même nous dirons, eh ben, ça veut dire il n'y a rien de changé dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire il n'y a rien de changé au sens de cette valeur de l'anatomie comme destin, pour l'un comme pour l'autre, alors que nous savons bien que dire pour Lacan, à cet endroit-là, l'inconscience et la politique, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ça change pas tout, mais ça change beaucoup de choses. Alors, il est vrai que j'ai donc accentué cette différence du côté de Freud par rapport à ce que Lacan a amené avec l'inconscience et la politique, parce qu'en effet, même si on a bien compris que Freud était beaucoup plus nuancé que ne l'ont été ses élèves qui ont suivi avec les balivernes qu'on a pu écrire à partir de la théorie de l'anatomie comme destin. Certes, Freud était beaucoup plus nuancé, mais encore une fois, relisez le passage que je cite, il n'était pas si nuancé que ça, tout de même. Et il a repris l'erreur, Freud a repris, et si j'accentue, c'est pour arriver à cette conclusion, oui, Freud a repris l'erreur commune des syntaxes patriarcales, et après tout, pourquoi pas, Lacan l'a repris lui aussi à ses débuts, avant de la rectifier plus tard. Il a repris cette erreur qui consiste à considérer que le signifiant phallique, c'est l'organe, et que la jouissance, enfin, donc à ne pas s'occuper de la jouissance phallique comme signifiant, de l'orgasme comme signifiant, et à ne s'occuper donc que de l'organe comme signifiant. C'est l'erreur commune que Lacan avait attribuée dans cette fameuse phrase aux transsexuels. Mais si elle est commune, c'est que c'est celle de tout le monde. Et donc, moi, je souligne que c'est aussi celle, c'est d'abord celle des constructions des syntaxes patriarcales. Donc, il est vrai que j'accentue que Freud est resté dans cette grammaire phallique des logiques patriarcales, c'est vrai, parce que c'est cette grammaire phallique qui ne considère que le discours, que ce qui se passe dans le discours, et dans le discours, il n'y a que les lois sexuelles. Donc, dans le discours, il n'y a que les lois sexuelles qui disent il est ce qu'il y a et il a ce qui est l'objet féminin, n'est-ce pas? Ce que Lacan a amené d'immense et qui n'est pas encore exploité, y compris par ses élèves, bien sûr, à part quelques exceptions, très peu, c'est que en s'occupant de ce qui se passe hors du discours aussi, et pas seulement de ce qui se passe dans le discours, c'est là que nous nous apercevons que non seulement une femme n'est pas toute dans la fonction phallique, comme le discours la présente, la représente, que en dehors du discours, elle a accès à une possibilité de jouissance autre, et que cette jouissance autre consiste très précisément pour elle à jouir du corps de l'autre, l'autre étant le partenaire, homme d'abord, mais pas forcément. Jouir du corps de l'autre, c'est l'avoir. C'est pour ça que Lacan était capable, je l'ai cité plusieurs fois, de conclure que
tout de même, il faudrait, enfin, là, je n'ai plus sa phrase exacte en tête, mais à dire ceci, et il faudrait quand même bien que l'on sache que ce sont elles qui ont les hommes, disait-il. Ça voulait dire évidemment hors du discours, parce que dans le discours, on sait bien que c'est le contraire, si on peut dire ça comme ça. C'est pas un contraire, c'est autre chose. Bien. Donc oui, c'est vrai, c'est délibéré de ma part d'accentuer cette affaire d'anatomie chez comme destin. Et alors, pour ce qui est de la citation exacte de Napoléon, moi j'ai repris, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai cité, j'ai repris la citation dont je me suis servi de Napoléon d'après Goethe, d'après Jacques Sédat. Donc peut-être qu'il y a une erreur quelque part, c'est possible. Mais je maintiens pourquoi j'accentue cette position chez Freud, parce qu'évidemment, ce qui m'importe, c'est ce qui a été fait de l'anatomie comme destin, c'est-à-dire de prendre l'organe masculin comme le signifiant phallique. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres points? Oui, Laurence, oui. Je suis contente que tu aies apprécié la lecture de Laurence, parce que Laurence est effectivement un écrivain passionnant. Un écrivain passionnant qui a été fort méconnu et qui a été fort méconnu notamment à la suite de la critique, bien sûr, de Simone de Beauvoir, qui a réussi à le faire passer pour un affreux machiste, ce qui est quand même un comble, étant donné que c'était un homme qui passait, son dernier roman fait 200 pages, non, bien plus, qu'est-ce que je dis? Dans son dernier roman, qui fait bien plus de 200 pages, il passait environ 200 pages à essayer de prouver que malgré les difficultés et malgré la béance du rapport sexuel qu'il a parfaitement repéré, lui, en termes organiques, mais pas seulement en termes organiques, aussi en termes signifiants, eh bien, puisqu'il était passé d'une position, disons, traditionnelle de la loi phallique, de la loi sexuelle, à une position qui objectait à cette loi. Son dernier roman objecte cette loi, et en plus il explique pourquoi, il montre pourquoi. Il montre que le phallus, c'est ce qu'il appelle la réalité phallique, et que la réalité phallique, c'est la détumescence, mais la détumescence, attention, pas n'importe quand, la détumescence bien avant que la femme jouisse, sinon il n'y aurait pas de castration. La castration ne se définit que dans le cadre du rapport sexuel si la détumescence se produit alors, non seulement bien avant que la femme jouisse, mais plus précisément encore, parce que Laurence est d'une précision extraordinaire, et je dirais à l'époque où il écrivait ça, c'est-à-dire en 1928, c'est une précision fulgurante. C'est-à-dire que la détumescence, c'est-à-dire la jouissance suivie de détumescence, se produit chez lui, chez son héros, au moment où elle va jouir, bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr. Il avait donc saisi déjà tous ces éléments, et c'est formidable de voir finalement l'histoire des idées dans une civilisation, de voir que cet homme-là qui avait saisi quelque chose dont, à mon avis, Lacan s'est inspiré quand il a élaboré sa théorie de l'absence du rapport sexuel. À ma connaissance, il n'a jamais cité Laurence, mais je crois qu'il s'en est inspiré parce que c'est vraiment décrit d'une manière trop précise, trop évidente dans le dernier roman de Laurence, donc l'amant de Lady Chatterley. Alors c'est quand même ça a un côté comique. Je le disais à Londres l'autre année avec Darian Leader que nous verrons en janvier. Ça a un côté comique que ce pauvre Laurence ait été traité de haïssant l'orgasme féminin, ayant horreur des lesbiennes, etc. etc. Enfin, vraiment. Vous savez que, tu le sais, que des légions de discours féministes sont jetés sur Laurence comme la misère sur le pauvre monde, parce qu'il avait eu le malheur de dire que cette femme qui jouissait après qu'il l'ait interrompue, certes, qui jouissait uniquement seule après qu'il l'a interrompue, était une lesbienne. C'était ça sa critique. La critique de Laurence, il traitait de lesbiennes les femmes qui ne considéraient pas qu'il fallait aider un petit peu l'homme à soutenir la jouissance de la femme. N'est-ce pas? C'est très clair. Et donc, il y a eu quelques années un livre qui a commencé un tout petit peu, d'un certain point de vue, à restaurer l'importance de Laurence. C'est le livre de Catherine Millet, Aimer Laurence, bien sûr.
et qui est un livre intéressant, mais bien entendu, elle ne s'approche pas du tout des questions qui nous importent, qui nous intéressent, et notamment au regard de cette béance du rapport sexuel à laquelle il s'était attelé. Autre point, l'autre qu'il est barré, ben, ça va de soi, parce que s'il n'était pas barré, ça serait pas la jouissance de l'autre au sens génitif du terme, c'est-à-dire telle qu'elle est chez la femme, ça serait la jouissance de l'autre au sens subjectif du terme, c'est-à-dire c'est l'autre qui jouit du sujet. Et là, on est alors dans le cauchemar, ça n'a rien à voir. Donc bien sûr qu'il est barré, bien sûr. Bon, voilà quelques points que je voulais dire, mais peut-être on peut élargir maintenant la discussion. Alain, peut-être tu veux intervenir? Non, non, pas pour le moment. Eh bien, donc dans ce cas, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Paola, tu veux reprendre quelque chose? Sinon, je poursuivrai un petit peu. Je pense que c'est bien que tu poursuives un petit peu. Toi. D'accord. Parce que moi, je trouve que ça m'intéresse beaucoup. J'ai pas eu encore le temps de lire Traversée. Hmm. Donc, euh, je le ferai au mois de décembre et je pourrai m'exprimer sur cela après. Ça m'intéresse beaucoup, l'idée de savoir. Bon, je vous remercie beaucoup pour l'exposé parce que je trouve que c'est très intéressant de voir les différents chapitres et aussi cette question de la position homme, ça m'intéresse beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'il faut reprendre de ce point de vue, du point de vue de tout ce qu'on a dit à partir de la position Mhm. morale, n'est-ce pas? Mhm. C'est-à-dire Ouais. du patou de l'homme. Mhm. Et par contre, par rapport à ce qu'on disait sur la question des... Voilà, la seule chose qui m'est venue un peu à l'esprit, c'est à voir avec la question, je ne sais pas comment vous l'avez formulé, mais des pratiques sexuées, c'est-à-dire la parenthèse faite sur les pratiques sexuées pour, dans le discours LGBTQI+, non, pour aller sur les identités, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est une question intéressante, Mhm. n'est-ce pas? Parce que c'est justement, c'est une question qui moi, je m'intéresse, je suis assez plongée, c'est-à-dire, je suis impliquée dans le mouvement LGBTQI+, donc j'ai tout un dialogue avec le mouvement. Et je trouve que c'est très intéressant de voir comment il y a comme ça des spoken voice, hein, comme le Paul qui est remarquable pour plein de ses élaborations, Preciado, je veux dire, mais qui semble, comment je pourrais dire, complètement mettre à côté, hein, ce que, par contre, on entend chaque jour au niveau clinique. Hein. Par exemple, aujourd'hui, dans ma clinique, hein, je entendais toute bon, des questions par rapport justement comment je pourrais dire, euh, hum, à le non-rapport sexuel, le non-rapport à l'intérieur de la rencontre non binaire. OK? Alors, je le dis comme ça pour le dire d'une façon. Par exemple, vous parliez avant de l'analité. Hein? Et voilà. Et donc, le fait que bon, ne pas parler des pratiques sexuées, hein, n'importe pas de la part de qui, hein, n'importe que soit le genre, on pourrait dire. Parce que ce qui est intéressant, on pourrait dire, écoute, Gisèle, que toi, tu parles spécifiquement des pratiques sexuées, n'est-ce pas? De certains points de vue. Alors, de ne pas en parler, ça implique éviter, quelque part, de confronter le non-rapport, hein, et qu'il y a quelque chose qui revient constamment dans la clinique subjective. Hein.
dans la critique subjective, je veux dire des gens qui se placent d'une position non binaire. Hmm. Voilà. Et aussi, dans les pratiques, bon, toute une série de pratiques comme ça, sexuelles. Alors, je trouvais que ça, c'est assez intéressant, hein, parce que, par exemple, le mythe de l'analité comme un mythe de, comment je pourrais dire, de neutralité, si je pourrais dire, parce qu'il y a cet élément de neutralité, comme ça, hein, euh, c'est quelque chose qui est bon, je ne connais que il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur la pratique anale euh, qui s'appelle Corrado Levi, qui est assez intéressant, hein, qui est dans le milieu LGBTQA il y a des années. Il y a tout un dialogue autour de ça qui est fait par un groupe italien qui est intéressant, hein, pour reprendre cette question. Alors ça, je trouve très intéressant parce que c'est une façon d'éviter pour plusieurs une question. C'est, c'est, dans ce colloque qu'on avait fait, il y avait une intervention tout à fait intéressante de Gabriel Lombardi. Je ne sais pas si vous le Ah, connaissez, c'est un collègue argentin qui soulignait comment, j'abordais avec lui d'ailleurs cette question de l'analité qui était mise en avant entre autres par Preciado et par d'autres. Et il me disait que lui, sa thèse, c'était que l'apogée cette position, c'était l'invention du genre neutre. Euh, C'est-à-dire de cette position qui a été rajoutée au LGBT, c'est dans les plus, euh, qui est le refus de la sexualité, refus clair et net de s'engager dans la sexualité, c'est-à-dire de se confronter à la question même des pratiques sexuelles. Mais c'était tout à fait étonnant parce qu'on avait des gens dans un dialogue. Moi, je me souviens de discussions avec Guy Hockenheim qui soulignait la fonction de l'anal avec toute sa force impudique d'ailleurs. Et on avait dans ces rencontres qu'on a eues avec des gens qui se réclamaient très explicitement de tous les courants LGBTQI, j'en oublie toujours, comment en fait il y avait quelque chose qui était le rejet de ce que le- l'acte sexuel pouvait impliquer. C'est-à-dire, c'était pas dans l'idée d'une autre jouissance que la jouissance phallique. C'était dans l'idée que, quel que soit le mode sur lequel on pose la question de la jouissance, on ne reconnaît pas le genre. Et c'est un peu ce qui se dit dans ton livre, c'est-à-dire que il y a une façon, c'est pour ça que c'est étonnant, tu parles pas des théories du genre, tu parles pas enfin, explicitement, tu parles du féminisme, tu Dans ce, évoques, dans ce livre-là. oui, Et oui, oui, dans ce parce que livre-là. j'en ai parlé dans le précédent. Bon, ben, je ne l'ai pas lu. Mais on voit bien, je trouve, qu'il y a quelque chose qui est dans cette autre exclusion de la violence sexuelle, qui consiste, ou du non-rapport sexuel, qui consiste à exclure par avance toute question. Et c'était étonnant parce qu'on avait ces journées où on discutait très librement, et quand quelqu'un, n'importe qui, bien que Geneviève Morel l'avait posait la question des pratiques sexuelles, c'était mais ça ne vous regarde pas de quoi vous parlez. Ça ne nous intéresse pas. Oui, oui. J'en avais parlé dans le précédent et en soulignant notamment que dans ce qui est entendu dans les discours queer et féministes, les plus récents en tout cas, étaient non pas justement une question de jouissance, mais une Mhm. question d'identité. Mhm. C'est-à-dire ce qui importait, par exemple, dans la transition de genre, de sexe, ce qui importait au bout du compte, c'est pas tellement qu'est-ce qu'elle ou il allait en faire du point de vue de la jouissance, mais ce qu'il allait en faire du point de vue de l'identité. Mhm. Et que la question des pratiques ou de la jouissance, je dirais, est
énormément évolué à l'heure actuelle. On l'entend partout, puisque vous savez que la dernière enquête française, vous avez vu ça certainement, c'était dans les journaux, la dernière enquête française sur la sexualité des Français, qui a porté, je crois, sur 30 000 personnes, fait état d'un recul euh, euh, extrêmement intense, j'ai plus les chiffres en tête, extrêmement important de la pratique sexuelle, pour parler là au singulier, de la pratique sexuelle en général. Alors, il tempère ça immédiatement d'une multiplication des partenaires, de ceci, de cela, mais évidemment, on voit tout de suite que la première donnée, c'est celle-là. C'est le recul de la pratique sexuelle en général, quels que soient les âges, quel que soit tout ce qu'on veut. À cela, il y a d'ailleurs vraiment infiniment de causes forcément possibles à inventorier. Mais il y en a une qui est évidente, dont je parle à la fois dans ce livre et dans le précédent, qui est ceci que cette restitution de la jouissance phallique aux femmes à partir donc du siècle dernier, ce qu'on a appelé la libération des femmes. La libération des femmes, c'est la restitution de leur jouissance phallique. Tu disais tout à l'heure, c'est une jouissance autre, mais non, la jouissance autre, elles l'ont toujours eue. Même quand c'était interdit, elles l'avaient. Simplement, c'était hors discours, on n'en savait rien. C'est la différence. La jouissance autre, elles l'ont toujours eu. Ce que par contre, elles n'ont pas toujours eu, puisque c'était interdit, notamment dans le discours, c'était la jouissance phallique avec toutes ces formes de réalisation psychique ou organique ou sexuelle ou dans tous les registres. Eh bien, les mouvements féministes ont évidemment, on le sait, de plus en plus accentué ce que Paola a repris tout à l'heure, ou oui, je crois que c'est Paola qui l'a repris, ou peut-être Jean-Jacques, je ne sais plus, qu'à un moment donné, les féminismes élaboraient des théories différentialistes. On s'en souvient tous. On a tous connu, évidemment, Antoinette Fouque et même des psychanalystes qui étaient sur ces positions en psychanalyse. C'était donc des théories différentialistes qui, bien entendu, ne prônaient pas une équivalence entre hommes et femmes. Bien. On sait que toutes les élaborations successives à partir de là, c'est-à-dire celles qui sont beaucoup plus près de nous depuis cette époque-là, ont toutes été dans le sens contraire, qui a été au contraire d'universaliser le plus possible la position sexuée pour les deux sexes. Et évidemment, quand on universalise, c'est forcément la position phallique. Alors, que ça soit sous l'angle de refuser de la jouissance phallique, que ça soit sous l'angle de refuser le phallus, on le sait bien, mais c'est quelque chose qui se présente plutôt dans les mouvements LGBT comme une dénégation, puisque à l'évidence, cette syntaxe qu'il prône comme neutre, elle est prônée comme neutre. C'est-à-dire le refus de la qualifier de phallique, ça peut se comprendre d'ailleurs. C'est un refus de la qualifier de phallique au sens où elle est pour tout le monde. Ils ont bien repéré que effectivement la jouissance phallique est pour tout le monde, mais donc ils refusent de l'appeler phallique. Mais pourquoi? Mais parce que pour eux, l'erreur commune dont on parlait tout à l'heure, que le phallus c'est l'organe, eh ben pour eux ça n'a pas du tout été rectifié. Pas du tout. C'est-à-dire que pour eux, le phallus, c'est l'organe et que par conséquent, le phallus, c'est masculin. C'est Lacan qui a commencé en psychanalyse à montrer que le phallus, il était de toute façon réparti dans les deux sexes. Au départ, quand il n'avait pas encore rectifié l'erreur entre le phallus signifiant et la jouissance, il disait le phallus est embocepteur. Pour lui, c'était encore l'organe, en quelque sorte, symbolisé, certes, mais l'organe quand même. Voilé, certes, mais l'organe quand même. Tandis qu'à partir du moment où il le fait très tardivement, donc jusqu'à la fin, juste avant la fin, cette équivalence de la jouissance phallique, vous vous souvenez, dans Dissolution, j'ai dit que de la jouissance phallique, la femme n'était pas privée. Hein, vous vous souvenez tous de ça. Bien. Moyennant quoi, les élèves lui avaient répondu, mais alors c'est un homme. Ce qui nous donne une idée de où en étaient les élèves de Lacan à cette époque. Bon, eh bien, cette équivalence donc des hommes et des femmes avec cette part commune de la jouissance phallique qui est massive,
on peut bien penser que ça n'a pas amélioré le rapport sexuel, évidemment. Et on le voit à travers les féminismes. Les féministes n'ont pas du tout amélioré le rapport sexuel. C'était d'ailleurs pas du tout leur but. Ils ont amélioré le statut du La féminisme. neutralité non plus. Et la- Absolument. Leur but, ils voulaient même en finir avec l'amour à un moment donné, vous le savez, et je crois que c'est toujours vrai, puisque l'amour, c'est au contraire ce qui a permis de former du rapport sexuel entre l'homme et la femme, justement, là où ce rapport échoue, là où ce rapport est troué. L'amour a fait suppléance, ils ont bien compris que l'amour a fait suppléance et que par conséquent, il faut exclure l'amour de cette syntaxe-là des genres pour ce qui est d'améliorer le statut de la femme. Donc, le fait que cette équivalence ait accru de façon majeure ce que le siècle dernier et celui-ci encore plus ont découvert de l'absence du rapport sexuel, parce qu'on peut le dire en ces termes, notre siècle découvre l'absence du rapport sexuel en acte, cette fois, en acte. Eh bien, là-dessus, la problématique extrémiste qui nous arrive, la problématique nouvelle qui nous tombe dessus avec le masculinisme, qu'il soit loufoque et dangereux comme aux USA, ou qu'il soit terrifiant et grotesque comme en Afghanistan et en Iran. Ça rétablit de force un rapport sexuel, celui des lois sexuelles. Vous comprenez? Puisque, effectivement, la découverte de cette équivalence homme-femme pour ce qui est de la jouissance phallique et l'accroissement, surtout, des registres pour les femmes des jouissances phalliques, que ce soit psychique ou sexuelle, eh bien, a accru l'absence du rapport sexuel, l'écart. L'écart. Donc d'une certaine façon, les réactions masculinistes, on pouvait s'y attendre un jour ou l'autre. Évidemment, on espérait qu'elles ne soient pas aussi dangereuses. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Moi, je veux bien juste une petite précision. La réponse doit être dans votre livre, donc je jetterai un œil, mais je n'ai pas bien compris la nuance, s'il y en a une, entre jouissance phallique psychique, jouissance phallique et jouissance phallique d'organe, qui est l'orgasme. Donc, si j'ai bien compris. Voilà, j'ai bien entendu qu'il y avait une nuance entre les trois, mais j'ai pas bien compris Non, la. non, c'est pas une véritable nuance, c'est une façon de parler. En psychanalyse, et surtout lacanienne, on ne fait pas tellement d'opposition entre l'organique et le psychique, parce qu'on sait très bien à quel point les deux s'interpénètrent, n'est-ce pas? Mais les deux s'interpénètrent, pas de façon symétrique, certes, mais s'interpénètrent de toute façon. Si on dit par moment, en tout cas moi je l'utilise comme ça, certainement que d'autres vont le dire autrement, si on dit par moment qu'il faut préciser que là je parle de l'organique et que là je parle du psychique, c'est qu'on sait très bien que ça se manifeste dans ces deux registres et que c'est quand même pas la même chose. Et d'ailleurs, en général, quand, 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 quand je le reprends en ces termes, c'est immédiatement pour faire remarquer que certes, on est bien obligé à cet endroit de préciser que tel registre est organique, bien sûr, si on parle de l'orgasme, hein, et à tel autre endroit qu'il est psychique, si on parle de... Vous savez, la jouissance phallique, elle est je ne l'ai pas repris ce soir, mais c'est repris de façon détaillée dans les deux livres. Lacan l'a lié à la jouissance de l'analysant. C'est parce que c'est la jouissance de la parole. La jouissance phallique, elle est
psychique dans la mesure où précisément elle est profondément au cœur du langage. Elle est liée à l'orgasme, mais elle est liée au langage. Et justement, il est probable que, c'est pas encore fait, mais c'est des pistes de travail sur lesquelles on pourrait avancer, on pourra avancer pour savoir pourquoi, au fond, Lacan a fait cette découverte si tard et l'a mentionné, peut-être qu'il l'a faite plus tôt, mais il ne l'a mentionné que très tard, juste avant la fin, que on pouvait décrire, ou en tout cas supposer, un effet subjectif de l'orgasme en tant que l'inconscient élaborait cette jouissance organique. Donc, là, vous voyez, ça, c'est le lien principal. C'est une jouissance fondamentalement organique, c'est même la jouissance la plus spécifique, si on peut dire, du corps en tant qu'organique. Et pourtant, Lacan va jusqu'à supposer qu'en ce point précis de la jouissance orgastique, le langage aurait pu naître. Alors, pas tel quel, bien sûr, mais au sens où cet orgasme est lié à la castration dans le rapport sexuel. Voilà, en ce sens-là. Et l'orgasme de l'homme, évidemment. Donc la détumescence, à la castration. Donc ça veut dire qu'il a lié dans son hypothèse de fiction d'origine du langage, ça veut dire qu'il a lié étroitement l'orgasme avec la limite qu'il représente, que ce soit dans le rapport sexuel ou que ce soit dans la jouissance, comme soutien de ce qui fait un point terme du sujet, c'est-à-dire un point de finitude du sujet, un point où le sujet disparaît en quelque sorte, mais organiquement à ce niveau-là. C'est extrêmement intéressant et c'est des pistes qui ne sont pas encore creusées du tout. C'est des pistes de travail. Voilà. Donc c'est pour ça que un peu maladroitement, par endroit, on est obligé, enfin moi je le fais comme ça pour le moment, on est obligé de dire là, mais attention, là c'est organique et là c'est psychique. De toute façon, tout ce travail est vraiment... bon, moi, je reviens un peu à ce que je disais au début. Moi, bon, d'abord, je te suis très reconnaissante pour, comment je pourrais dire, la persistance de ton travail très rigoureux de lecture du texte et d'élaboration de tous ces éléments et de les connaître ensemble. Il y a deux aspects que je trouve essentiels. L'un, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de reprendre ces dernières considérations de Lacan, de les renouer ensemble et de voir et de les travailler pour pouvoir aller plus loin. Et l'autre, c'est vraiment les implications que tout ce discours et sûrement cette confusion entre loi sexuelle et rapport sexuel, n'est-ce pas? Cela a au niveau politique, parce que tu as raison de dire, ça ne fait que 100 ans plus ou moins que on se rend compte que le rapport sexuel n'existe pas. C'est-à-dire qu'on arrive à formuler cette question. D'ailleurs, Lacan est très précis sur cette question. Il dit, ce sont les névrotiques qui sont venus nous dire cela. C'est exactement ce que les névrotiques ont découvert. Donc, il fallait les écouter pour pouvoir en parler. Tout à fait. Mais la question, c'est que vraiment là, ça touche à la question de l'inconscient politique. Absolument. Et donc, tout ce que organisent les relations sociales. Et c'est tout à fait juste ce que tu dis par rapport comment je pourrais dire, la prise de parole chez les femmes de la jouissance phallique, si on peut dire, et les effets de ça sur le politique. Parce que c'est tout à fait juste qu'on puisse lire cela. Bon, c'est-à-dire, ces élections sont une telle démonstration, je dis les élections aux États-Unis, sont une telle démonstration de cela. C'est même, comment je peux le dire, c'est même Ça, c'est l'inconscient politique à ciel ouvert. à ciel ouvert, c'est même comme une déclaration ouverte.
cela. Tout à fait. Alors, C'est impressionnant. place ouverte. Ça serait très drôle si c'était pas aussi dangereux. Non, le problème, c'est que c'est très, très dangereux. Hmm. C'est très, très dangereux. On ne sait pas où est-ce qu'on va Hmm. maintenant. Donc, bon, ça serait intéressant de savoir ce que Lacan en penserait de cette Oui, situation. oui, 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 absolument, absolument. Pas tant dans la situation politique, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il serait surpris, mais de toute une série de conséquences que l'on peut tirer à l'heure actuelle de ces élaborations, oui, telles qu'elles sont en marche, oui. Eh bien, je crois qu'on peut arrêter. Il est 11 heures, presque. Oui. Alain, tu es là? Non? Oui, oui, Il est oui. là, mais il n'a pas de micro. On peut arrêter, oui, oui. On peut arrêter. Oui. Donc la prochaine séance sera le 24 janvier avec Darian Leader de Londres. Voilà. Et Paola reviendra nous rejoindre en mai, le 30 mai. Oui, mais de- je serai là de toute façon pour le cours. avec plaisir. Le 30 mai 2025, où nous poursuivrons ces questions. Donc là, vous avez vu ce soir que nous étions sur ces livres qui traitent de la pensée du sexe. Donc, bien sûr, sur en quoi des évolutions sont attendues pour la psychanalyse à venir sur la question du sexe. Et avec les interventions suivantes, nous parlerons d'évolution d'autres concepts en psychanalyse. Voilà, donc au 24 janvier. À Merci bientôt. beaucoup. Hein. Merci. Merci, au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Et je vous embrasse. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.